Bon, écoute, Annalisa, merci beaucoup de me rejoindre ici. Tu sais qu'à la galerie, je présente toujours des artistes géométriques, art concret, art construit, art cinétique. Et là, je suis très heureuse parce que je les présente dans un contexte lié uniquement aux mathématiques, puisque c'est le musée des mathématiques. On est ici devant une pièce d'Ulysse Lacoste, sans qui cette exposition n'existerait pas. Elle mélange des artistes de différentes générations qui utilisent les mathématiques dans leur création, mais des mathématiques de manière consciente ou totalement inconsciente. Et là, par exemple, c'est plus qu'un 8, je crois, en termes mathématiques. Ah oui, oui, c'est plus qu'un 8 parce que tu vois là, cette partie qui va dedans, qui se tord, on l'appelle un ruban de Möbius, qui est très important en topologie. C'est une sorte de géométrie moderne. Topos en grec veut dire lieu, donc l'étude de lieu. Je peux voir avec un petit mouchoir. Donc là, un ruban normal, je peux faire un anneau comme ça. Ok, donc. Et un ruban de Möbius, je tords cette partie-là. Ce qui est intéressant du point de vue mathématique, c'est un exemple d'une surface non orientable. C'est-à-dire ici, je vois très très bien qu'il y a l'extérieur et l'intérieur. Alors que quand je fais ce petit jeu de rien du tout, alors là, j'ai mélangé tout parce que là, par exemple, je suis à l'extérieur, voilà, et là, je vais à l'intérieur, puis je repasse dedans, je suis à l'extérieur, je suis à l'intérieur, donc je peux faire toujours un tour. Donc en fait, on mélange l'intérieur et l'extérieur. Donc je comprends que ça parle aux artistes, parce que les artistes cherchent toujours de rompre cette division, non, à l'intérieur, à l'extérieur, classique. Et dans l'espace, et particulièrement Ulysse Lacoste qui cherche toujours effectivement à travailler la matière dans l'espace. On le verra après sur d'autres pièces. Je vais t'emmener. D'accord. Toi, t'as ton petit mouchoir, moi j'ai toujours un petit gant. Pourquoi? Parce que je vais te montrer Ulysse Lacoste, donc, qui a créé tous ces modèles mathématiques que tu vois dans cette vitrine. Donc, il a ce petit relpidon qui a la faculté de rouler à la fois carré et à la fois rond. Et c'est pour ça qu'il est devenu le symbole de la maison Poincaré. Alors, on continue notre progression dans l'exposition. Je vais t'amener devant l'œuvre de Charles Bézy, qui a d'abord travaillé sur des droites, horizontales, verticales, diagonales. Donc ici, on a clairement un hommage à Mondrian avec les trois couleurs primaires, jaune, rouge, bleu. Mais il a choisi d'intituler cette série Ortholude, parce que c'est très ludique, dans la mesure où il utilise aussi la suite de Fibonacci. Ça doit être la longueur de ces segments qui font les carrés. Donc c'est 1, 1. Oui. Puis il faut additionner, donc 1 fait 2, puis il faut additionner ces deux-là, donc ça fait 3. Et puis 3 plus 2, ça fait 5. Elle est liée au nombre d'heures qui est utilisé par exemple par les Grecs pour faire les parthenon, pour chercher les proportions parfaites. Eux, ils ne pensaient pas en termes de nombre, mais en termes de proportions. Fibonacci a introduit cette suite pour décrire la croissance de population. Donc, si tu as un couple de lapins, donc ils vont se reproduire. Donc, finalement, tu vas avoir et ça va créer deux, puis après une année, tu as deux couples de lapins, mais après, tu as aussi les enfants de couples de lapins. Donc, après, tu as 5, etc., en progression. Donc, au début, ça n'a rien à voir, mais après, on a découvert. On est loin des Grecs, là. On est loin des Grecs. Donc, c'est un élément. Ouais. Je vais t'emmener voir une autre suite, qui est la suite de Langford. Gerhard Otter est un artiste allemand, a choisi de travailler avec 26 de ses suites qui correspondent aux 26 lettres de l'alphabet, ce qui lui permet de jouer autant avec les chiffres qu'avec les lettres. Et en fait, il part d'un système fini, il en fait quelque chose d'infini, simplement en choisissant un code graphique et un code couleur. Je te montre un exemple ici. Il a choisi de travailler donc, sur des carrés jaunes qui sont composés de 4 triangles de valeurs, de nuances de couleurs différentes. Ici, on part du triangle jaune clair, tête en bas. Et tu vois qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Dans la suite de Langford, entre 2 et 5, il y a 5 valeurs. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et on va retrouver ici 1, 2, 3, 4,
5 petits triangles tête en bas jaune. C'est sa liberté d'artiste de choisir où il les met dans la suite. Et du coup, ça donne un résultat tout à fait inattendu pour l'artiste qui va découvrir au fur et à mesure la traduction esthétique d'une suite de chiffres. D'ailleurs, tu sais que l'enfant a été inspiré pour son problème en regardant son enfant qui jouait avec des cubes en couleur. Mais c'est génial d'enseigner les mathématiques comme ça. Moi, si on m'avait appris les maths comme ça, je crois que j'aurais adoré. Tu parlais de cubes de couleurs. Moi, je vais te montrer des carrés de couleurs qui jouent les uns avec les autres. On arrive ici sur l'œuvre d'Alain Longuet qui, depuis 30 ans, travaille des algorithmes. En fait, on est ici sur une œuvre générative. C'est pas une vidéo, c'est un programme qui se génère tout seul. Il a rentré une série de points, de lignes, et ça forme graphiquement des carrés qui évoluent les uns dans les autres. Et lui-même ne sait pas à l'avance ce que ça va donner. L'ordinateur en direct est en train de calculer l'image. C'est ça. D'accord. Très bien. Donc c'est précurseur de l'art génératif. Un peu. D'où le titre aussi Génération intuitive. Voilà. Et quand ça se continue à l'infini. C'est un process qui se génère tout seul. Donc il n'y a pas vraiment de début ou de fin, puisque le début c'est juste quand on le branche, ça se met en route, et ça part des 4 carrés aux 4 angles, et après ça joue tout seul. Je te propose maintenant de découvrir les œuvres d'Uli Gantner. Tu vois déjà, quand tu passes ici, il se passe quelque chose entre une espèce de lueur bleue, une lueur jaune qui dessine un cercle, mais cette forme-là est plus intéressante. Enfin, moi j'y vois. Quand je suis ici, je vois rien. Et dès que je me déplace, je vois un triangle. La forme, elle apparaît vraiment dans le déplacement. Quand tu t'approches, quand tu bascules d'un pied sur l'autre, tu vois la forme qui apparaît, qui disparaît. Je vois le triangle, mais je vois aussi la profondeur. Donc, si je lis dans les intentions de l'artiste, je pense qu'il cherche à représenter un tétraèdre, donc un solide avec des faces triangulaires. Et je dirais aussi qu'il cherche à mélanger, à représenter une dimension d'espace, à la représenter comme une dimension de temps, donc comme un mouvement. Donc, par exemple, un cube, tu peux le voir comme un cube en 3 dimensions, ou tu peux le voir comme un carré qui bouge dans le temps. Donc, c'est un peu les mêmes principes qu'il essaie de voir quand on va sur cette œuvre. Moi, je trouve que les artistes qui utilisent les maths de manière consciente ou inconsciente nous font voir le monde complètement différemment. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans leur démarche. Ils ne pensent pas mathématiques, mais ils traduisent quand même quelque chose de complémentaire à ce que nous proposent les mathématiciens. Je ne sais pas si tu le ressens comme ça. Oui, moi, je le vois côté inverse. Donc, nous, on est habitué à manipuler des équations, des éléments mathématiques. Et là, c'est beau de voir une représentation de ces objets plus liés à notre côté émotionnel, imaginatif. Oui, c'est ce qui est passionnant dans leur démarche. C'est-à-dire qu'ils font des mathématiques sans le savoir et ils nous donnent à voir une vision du monde totalement différente. Et je trouve ça vraiment intéressant d'avoir ce rapport entre les objets mathématiques, la démarche artistique, la réflexion des mathématiciens. Merci pour ça.